Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Trouvez-vous qu'on... Comment je dirais ça? Pour les hommes, c'est un petit peu plus compliqué en période estivale. Trouvez-vous qu'il y a une discrimination masculine? Parce que nous, on a évidemment la chance de pouvoir porter la jupe. À quand le docteur Mailloux en jupe parce qu'il fait trop chaud l'été? Écoute, moi, j'ai l'impression que... Et je m'interroge, comment se fait-il que nous bordons si fréquemment le ridicule et l'insignifiance? C'est-à-dire... Êtes-vous en train de me traiter d'insignifiant ce matin? Non, mais écoute, il y a des problèmes, puis il y a des belles choses qui se passent. Ouais. Et là, on est dans une histoire de jupe, puis de... Ah oui, non, moi, je vous agace un petit peu, là. Non, c'est... Il y a des problèmes importants, là. Il y a un prédateur sexuel qui a enlevé une fillette de 6 ans, Yannick Perrault. Mm-hmm. Je ne sais pas trop dans quel coin. On nous parle de la police de Richelieu-Saint-Laurent. Oui, en Montérégie. Oui. Peut-être en Montérégie, parce qu'on ne veut pas nous donner la localité pour ne pas que l'enfant soit identifié. Et Yannick Perrault, c'est un individu qui pèse 300 livres et il a enlevé une fillette de 6 ans dans son lit en pleine nuit. Oui. Ben oui, parce que ce serait la... Et c'était un individu qui était enregistré au registre des délinquants sexuels. Oui. Catherine, est-ce que c'est une mesure efficace? Ça vient foutre quoi, ça, l'enregistrement? Ben justement... Le type a été, en 2008, il avait violé une voisine. Il a violé une voisine de 28 ans, et puis il a pogné 8 mois de prison. Il a été inscrit au registre des délinquants sexuels. 9 ans plus tard, il enlève une fillette dans son lit en pleine nuit pour l'agresser sexuellement. Oui. Mais vous me devancez, Oui. Ça donne quoi? Ça donne quoi d'être inscrit au registre des délinquants sexuels? Rien. Je vais vous répondre, moi, rien. Dans ce cas-là, ça n'a strictement rien donné. C'est ça. Puis le type, il est réhabilité, il est employé, puis on lui fournit même une maisonnette sur les lieux d'une résidence familiale. Absolument. Est-ce qu'il avait question? Est-ce qu'il avait bien été évalué au niveau du risque à l'époque? Est-ce qu'on avait pris des mesures efficaces? Et j'ose espérer maintenant, suite à ce qu'il a fait, là qu'on va s'interroger sur la possibilité de le castrer. Ben oui. Il en a assez fait, le gars, là. Je pense que oui. Mais ce qui est dans outre ça, Dr. Mailloux, dans l'histoire, là, c'est que la fillette en question, ce serait la fillette de son patron. Tu comprends un peu ton questionnement sur la jupe des chauffeurs d'autobus, là, alors qu'on a des problèmes sociétaux majeurs, qui consistent à la protection, entre autres, des enfants. Oui, ce que je voulais vous dire, Dr. Mailloux, je vais juste terminer mon idée, c'est que dans l'histoire, ce qu'on apprend, c'est que cet homme-là, la fillette en question, ce serait la fillette de son patron. Il était embauché. C'est pour ça qu'il avait accès à la résidence principale. C'est qu'il était embauché. Lui, il s'occupait des piscines, puis il s'occupait de l'extérieur. Alors, il avait... C'était, entre guillemets, un ami de la famille. Combien de fois, Dr. Mailloux? Ah, ben oui, les grands amis de la famille, là. Ça arrive souvent, ça aussi. Ouais. Des dangers pour des enfants comme ça. Alors, est-ce qu'on pourrait, au Québec, lorsqu'on a un problème majeur, s'assurer qu'on ait pris des mesures efficaces? Alors, la déviation sexuelle, les prédateurs sexuels, c'est un problème permanent. C'est pas un problème temporaire. C'est pour la vie. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre des mesures pour la vie du type? Et s'assurer qu'il ne soit plus... Écoute, il existe des technologies, il existe des bracelets électroniques, il existe des boudrans où il n'y a plus d'habitants. Il y a toutes sortes de mesures qui pourraient être prises et qui ne le sont pas. Ça me gêne énormément. Oui, bien, on est deux à être gênés. Mais à quand, Dr. Mailloux, pourquoi vous êtes à peu près le seul à demander ça? Comment ça se fait que vos collègues font pas front commun? Vos collègues sont en train de nous dire que des gars comme ça, c'est réhabilitable. Ben non, 8 ans plus tard, la preuve, c'est que c'est pas réhabilitable. Je vais être obligé de te répondre en faisant un lien avec... un livre qui vient d'être écrit par Mélanie Gourarier, dont je t'ai envoyé le lien hier. C'est une anthropologue spécialisée dans le genre et les rapports de pouvoir, et qui pourfend la crise de la masculinité et ridiculise le fait qu'il y a des hommes qui se disent soumis au règne des femmes. Et le règne des femmes, c'est pas tout à fait une joke. En matière de mesures
En matière d'intervention, est-ce que tu savais qu'en matière d'intervention auprès des prédateurs sexuels, qui sont 90% des hommes, ce sont principalement des femmes? Qui interviennent auprès de ces gens-là? Ouais. C'est un règne de femmes. C'est vraiment un règne de femmes au niveau de l'intervention. Il y a quelques hommes, et ce sont des intervenantes. OK, mais une fois que Et elles ne comprennent pas, ça fait des années que je le dis, elles ne comprennent pas la sévérité de la déviation sexuelle parce qu'elles n'ont pas de référence. Je veux bien que les femmes règnent, en autant qu'elles comprennent les problématiques sur lesquelles elles règnent. Mais quand vous dites qu'elles n'ont pas de référence, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que, non, ce ne sont pas des hommes, mais une femme ne peut pas... je cherche le bon terme, là, ne peut pas... Appréhender. Ah oui, c'est ça, exact. Elle n'est pas capable d'appréhender cette déviation-là parce qu'il n'y a pas de référence en elle. Est-ce que ça nous prend absolument une référence des femmes qui lubrifient, une femme adulte qui lubrifie sur un garçon de 8 ans, c'est quasi inexistant dans le monde. Oui. Quasi inexistant. Oui, mais en même temps... Alors que des hommes qui bandent sur des petites de 8 ans, c'est plein. Il y en a rien qu'en masse. Ouais. Ou leur fille ou la petite voisine. OK, mais il n'y a pas d'équivalent. Mais qu'est-ce que ça va donner dans... Mettons qu'un homme face à un homme comme ça, en termes de thérapie ou en termes de travail avec l'individu, qu'est-ce que ça donne de plus que ce soit un homme? C'est qu'au moins, il va être méfiant. Ah. Tandis que les femmes se font emplir, les intervenantes se font emplir royalement par ces gars-là. Ah oui. Et ce sont souvent des beaux parleurs. Oui, j'en doute pas. Alors, leur naïveté, leur candeur fait en sorte qu'ils ne comprennent pas. Oui, mais le type est gentil. C'est précisément... Ils sont à peu près tous gentils, les prédateurs sexuels. J'en doute pas. Parce que la majorité d'entre eux sont des prédateurs non violents. Ils utilisent la gentillesse, les cadeaux, puis toutes ces histoires-là. Ouais. Dans le cas de Yannick Perrault, lui, là, il est violent. Ouais, lui, il est dangereux. Oui, oui. Et là, j'espère qu'il y a un homme qui va dire, « Hey, terminez-toi là. Les testicules à terre. » Oui, mais comme je vous dis, Dr. Mailloux... La plupart des femmes ne comprennent même pas que la pulsion sexuelle masculine part des testicules. Combien de fois je me suis fait arguer par des femmes, ben oui, mais la sexualité, c'est entre les deux oreilles. Oui, bien en fait, c'est parce qu'il y a deux choses là-dedans. Oui, la pulsion... On est encore là, oui. Oui, je comprends, mais la pulsion sexuelle, elle peut provenir des testicules, mais la déviance, elle provient de chou-bain du cerveau pareil, non? Est-ce que c'est... Oui, ben c'est dans le cerveau, mais c'est le facteur... Le facteur qui contrôle ça, qui influe là-dessus, c'est la testostérone. Mm-hmm. OK. Oui, c'est sûr que c'est dans le cerveau, c'est pas de l'imaginaire, tout ça. Mais ça part de la testostérone qui est sécrétée par les testicules. Okay. Et c'est un phénomène. Tous les éleveurs, ce matin, tous les cultivateurs, tous les éleveurs comprennent très bien ce que je viens de dire. Prends n'importe quel mâle de n'importe quelle espèce, tu enlèves les testicules, il y a un changement dramatique de comportement, principalement sexuel. OK, mais par rapport à ce que vous venez de nous dire, est-ce que ça veut dire que la plupart des prédateurs sexuels ont un taux de testostérone plus élevé que la moyenne des hommes? Non. Non, pas du tout. Ah, ça, okay. Ça a été vérifié dans les prisons. Et les prédateurs sexuels ont le même niveau sanguin dans le sang de testostérone que les hommes normaux. C'est la réaction de leur cerveau à la testostérone qui est le problème. Et on ne sait pas pourquoi. Ah non? Probablement qu'il doit y avoir une influence génétique. Alors, ne deviens pas prédateur sexuel qui veut, et n'est pas prédateur sexuel qui veut. Là. Mais est-ce que tu deviens prédateur sexuel ou très jeune, on est capable d'observer des comportements, soit douteux ou... Ben oui, inné. Inné? Ah oui? Okay. Ah oui, c'est inné. Ben oui, tu ne le deviens pas. Ah non, on ne devient pas un prédateur sexuel. C'est vraiment... Et je soupçonne on va découvrir à un moment donné, dans quelques années, une espèce de combinaison génétique particulière présente quasi exclusivement chez les hommes. Chez les femmes, ce qu'on voit, c'est des femmes qui vont devenir excitables sexuellement avec des garçons de 15 ans, 14-15 ans. Mais sur des garçons de 8 ans, là, 9 ans, 10 ans, ouais. C'est quasi inexistant, quasi. OK. Mais donc, cette semaine, là, lorsqu'on vous parlait de cet enfant, je pense de 7 ans, qui avait, entre guillemets, agressé sexuellement un enfant de 5 ans, est-ce que cet enfant-là a un potentiel très élevé de devenir un délinquant sexuel et un agresseur sexuel? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que j'ai mentionné? Ben, en de partie, l'évaluer oui. Et de le suivre de très près. Oui, c'est ça.
de l'évaluer solidement, d'évaluer ses parents et de le suivre de très près pour longtemps. Ouais. Pas pour 1 an, pour longtemps. De l'avoir dans le collimateur. Ouais. Ben, visiblement, il y en a quelques-uns qui ont échappé dans le collimateur. Des cas comme ben, ça. On les échappe à peu près tous. Ouais, c'est ça qui est le problème. C'est ça qu'est la farce ici, là. Ouais. C'est ça qu'est la farce. OK. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h05 pour la dernière commission avant la période estivale. Après ça, vous allez prendre quelques semaines de repos. Bien mérité. Est-ce qu'on peut dire ça? De repos? Oui. Non, ben non, là, pas de repos. Okay. Je suis au repos forcé, là, pour ce qui est de la pratique psychiatrique jusqu'au 27 juillet. Oui, je le sais. Je reprends ma pleine pratique le 27 juillet. Okay. Alors, je trouve ça plate. Mardi, j'en profite pour dire que mardi, je devais témoigner comme expert auprès de quelqu'un qui a finalement obtenu un procès devant le tribunal administratif du Québec et ça a été cancellé. C'est vraiment plat. Imagine, toi, t'attends un procès, là, depuis des années, t'es invalide et tu penses fermement faire reconnaître ton invalidité et être indemnisé. Et être indemnisé. Des années que t'as pas une scène. Oui, non, je comprends, mais est-ce que c'est quand... Je suis impliqué dans des cas de misère sociale, psychologique et économique extrême. Mais est-ce que c'est cancellé parce que vous êtes... À cause de Mario Deschênes puis de ses singeries, ce type-là n'a pas eu son procès, ça va être remis. Alors, ça va être remis quand? Lorsqu'il y aura de la place sur le Rolls. Je vais essayer avec l'avocat de faire en sorte d'inciter que ce soit le plus rapidement possible, mais ce ne sera pas avant l'automne. Okay. La misère de ce pauvre type se continue. Alors, ça veut dire, Dr Mailloux, que c'est reporté parce que vous ne pouvez pas pratiquer d'ici le 27 juillet, c'est bien ça? Oui, le tribunal, l'avocat m'a mentionné que le tribunal avait remis, parce que j'étais radié, effectivement, et ça vient diminuer de beaucoup mon témoignage, parce que je ne peux plus témoigner dans le temps présent. Je suis obligé de simplement dire, voici, avant d'être radié, ce que je pensais. Tu sais, ça devient un peu une joke là, devant un tribunal. Et le tribunal a raison, le tribunal administratif, le TAC a remis la cause dans l'intérêt du patient, du client, évidemment. Et vos patients, il se passe quoi à Louisville? Vos patients, est-ce qu'ils sont vus par d'autres psychiatres? En attendant que vous... Aucune idée. Vous savez pas? Aucune idée. Aucune idée. On vous a pas fait de suivi? Non. Ah, OK. Non, on ne tient pas au courant de rien. Vous êtes en train de me dire que, bon, là, vous ne pouvez pas voir vos patients d'ici le 27, mais vous ne savez pas si vos patients sont suivis. Ça va bien? Aucune espèce d'idée de... Non, je suis radié. Je ne peux pas me mettre le nez là-dedans. Ah, mais on va se le mettre. Nous autres, le nez là-dedans. Je vais m'en occuper personnellement, je pense, avant de partir en vacances. Et tout ça, c'est bien important de dire aux auditeurs que cette fois-ci, je suis radié 3 mois, et j'avais un mois de fête, et il m'en restait 2. Il m'en reste encore un, là, jusqu'au 27 de juillet. Oui. J'ai été radié 3 mois pour avoir critiqué trop ardemment une psychologue de Québec qui avait fait une expertise psychosociale avec laquelle je n'étais pas d'accord. On est loin de ma pratique auprès de mes patients. Là. Oui, on est loin de ça. Je suis assez d'accord avec vous. Et soit dit en passant, la psychologue de Québec, je l'ai critiquée. Elle s'est plainte que je lui avais fait de la peine. Le règne des femmes, soit dit en passant. Elle s'est plainte que je lui avais fait de la peine. J'ai été radié 3 mois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a plus jamais refait d'expertise psychosociale à Québec. Oups. Ah oui. Elle est allée pratiquer dans un CLSC, elle est fort heureuse depuis. Ah oui, bon, écoutons, ça aura eu ça de positif, visiblement. OK, docteur, oui. Mais au détriment de mes patients. Oui, non, mais c'est ça. C'est parce que là, les deux n'ont pas de lien, c'est ça. Mais c'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce qui se passe avec vos patients. Bon, OK. On a puni mes patients pour me punir d'avoir fait mon travail dans une expertise psychiatrique. Complexe. C'est chic. Complexe. Ouais. OK, mais je vais m'en occuper, Dr Mailloux. On vous retrouve à 9h05 pour la commission. Je vous souhaite, de toute façon, on va avoir le temps de se souhaiter de belles vacances, mais un immense merci de faire cette chronique-là avec nous. Je sais que c'est un des moments forts de l'émission. Les gens attendent, se branchent à 7h10 pour vous écouter et je comprends pourquoi c'est du gros bonheur pour moi de travailler avec vous tous les matins. On se retrouve tantôt. Je suis encore en dette envers toi. Hein? Ah oui? Et depuis quand? Ben, depuis 2 ans. Ah oui?
C'est à cause de toi que c'est toi qui m'as ramené en ondes. En partie. C'est toi qui m'as ramené, En c'est toi partie. en grande partie. Ben, Toi et Daniel Brouillet, Ouais. qui avait décidé délicatement, subrepticement, par la porte d'en arrière, Ouais. de me ramener sur les ondes radiophoniques, Madame Godreau. Oui, c'est vrai, mais je veux juste... Vous avez pris un risque, puis je vous l'ai dit. Oui. Je vous l'ai dit, vous prenez un risque. Ouais, mais savez-vous quoi? Je reprendrais le même risque. Et puis, je pense que le risque était pas mal calculé. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est payant. Docteur Maillot, on vous retrouve à 9h. Merci à nouveau. Ouais, c'est un plaisir. À tantôt.